Bienvenue sur la seconde partie de ce documentaire en 11 chapitres sur l'histoire de Tomb Raider. Nous nous attarderons cette fois sur le développement du second opus de la saga à succès et nous nous pencherons un peu plus sur le succès qu'entourent les débuts de Miss Croft. Suivez-moi pour découvrir plein de secrets et d'anecdotes sur ce second chapitre de l'histoire de Tomb Raider. Après le succès retentissant de Tomb Raider, Lara Croft devient une icône dans le monde du jeu vidéo, à l'instar de Mario ou de Sonic. Mais elle est bien plus que ça. Lara Croft incarne un univers plus adulte et moins enfantin que la quasi-totalité des mascottes de l'époque. Elle fera la une des magazines de jeux vidéo, mais pas que. Elle fera la une de magazines qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, comme Libération ou The Face. Lara sera souvent hyper sexualisée, la présentant souvent comme le seul attrait du jeu. Son créateur, Toby Gard, ne le supportera pas, d'autant plus que les dirigeants d'Eidos Interactive, l'éditeur de Tomb Raider, ne lui laisseront plus aucune liberté artistique. C'en est trop pour lui, Toby Gard quittera Core Design et Lara juste après la sortie du premier Tomb Raider. Mais avant de s'intéresser plus en détail sur le retour de Lara Croft dans une deuxième aventure, explorons davantage l'espace médiatique que Lara Croft occupe. Outre les unes de magazines, Lara Croft se retrouvera dans les magazines de Solus avec notamment Computer and Video Games Magazine, qui dévoilera un code pour rendre Lara nue. Bien sûr, le code ne fonctionnera pas car il s'agissait d'une blague pour le 1er avril, date de sortie de leur livre de Solus. Cependant, très peu de joueurs s'en rendront compte et alimenteront les rumeurs affirmant qu'un code de la sorte existe bel et bien. Ce qui est totalement faux, mais qui donnèrent une idée aux développeurs d'intégrer ce fameux code dans le second opus. Et voici ce qui arrivait lorsque les joueurs tentaient de faire la combinaison de touches censée rendre Lara nue dans le second Tomb Raider. Bref, Lara Croft était au centre du monde. Elle fut même invitée par le groupe U2 pour apparaître sur scène sur la chanson Hold Me, Thrill Me lors de leur Pop Mart World Tour en 1997. Mais retournons dans les coulisses du développement de Tomb Raider. La suite de Tomb Raider se fera donc sans Toby Gard. Cette suite était déjà dans un stade conceptuel avant même la sortie du premier opus. Beaucoup d'idées étaient empilées et semblaient même prêtes à être incorporées dans le premier jeu, comme en témoigne le lance-grenade qui apparaissait sur certaines images promotionnelles, tout comme la dynamite qui était abandonnée lors du développement. Finalement, la majorité des nouvelles idées dont le lance-grenade seront gardées pour former la base de cette suite. Selon Jeremy Smith, chef de Core Design, il leur a fallu 8 mois pour développer cette suite. Mais il s'agit de 8 mois de très longues journées de travail, car Eidos voulait absolument que le jeu sorte avant Noël 1997. Cependant, l'équipe a doublé ses effectifs comparé au premier volet. Pour réussir ce tour de force, il a été décidé dès le départ que le jeu garderait le même moteur que l'original et ne fera qu'ajouter des nouveautés et améliorer tout le reste. La caméra notamment se verra améliorée et de nouveaux éclairages dynamiques seront implémentés. Et même si le moteur ne change pas, il sera peaufiné afin d'afficher un plus grand nombre de polygones et de permettre ainsi de créer de plus grandes zones en extérieur. Enfin, une autre nouveauté pour la version PlayStation et pas des moindres, la possibilité de sauvegarder à n'importe quel moment, contrairement au premier volet qui ne proposait de sauvegarder qu'aux endroits où se trouvaient des cristaux. L'apparence de Lara dans ce nouvel opus est due à Stuart Atkinson, un nouveau designer fraîchement embauché chez Core Design. Grâce à lui, la natte de Lara a enfin pu être peaufinée et ajoutée au jeu car elle causait des chutes de FPS dans le Tomb Raider original. Il remodélisera Lara in-game qui affichera désormais 470 polygones contre 440 précédemment. Il sera à l'origine de toutes les différentes tenues que Lara portera au fil du jeu et qui deviendra une marque de fabrique dans la série. En effet, Lara porte toujours son haut vert et short emblématique, mais aussi une tenue de plongée dans les niveaux liés à l'épave du Maria Doria et aussi un blouson d'aviateur au Tibet.
Stuart Atkinson peut aussi se vanter d'avoir introduit les véhicules dans la série, le fameux bateau à moteur et la moto des neiges. Dans les autres nouveautés notables implémentées par l'équipe, de nouveaux mouvements comme la possibilité de grimper des échelles et autres parois aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, la possibilité de changer de direction grâce à une roulade en plein saut. Que serait un Tomb Raider sans armes? Après les emblématiques double pistolet, fusil à pompe, magnum et Uzi, voici que débarque un fusil harpon qu'il est possible d'utiliser sous l'eau, une mitrailleuse M16, un lance-grenade, mais aussi des pistolets automatiques qui remplaceront les magnums du premier volet. Bon, c'est juste le nom qui change pour celle-ci. Un ajout non négligeable est celui de torches qui permettront d'éclairer les endroits les plus sombres du jeu, quelque chose qui manquait terriblement au premier volet. Enfin, les secrets disséminés dans le jeu seront représentés sous forme de dragons. Chaque niveau en possède 3 différents. Un dragon en jade, un dragon en argent et un dragon en or. Une fois que les 3 secrets d'un niveau sont trouvés, vous recevez un bonus. Ça peut être des trousses de soins, des munitions et même des armes. Niveau musique, c'est à nouveau Nathan McCree qui se chargera du sound design et des musiques du jeu, à la différence qu'il aura plus de temps pour s'y consacrer. 3 mois qui lui permettront de créer 2 fois plus de musique que le premier Tomb Raider, et cette fois-ci, il pourra planifier à l'avance à quel moment ces musiques seront utilisées. Le compositeur est donc beaucoup plus impliqué dans le développement du jeu. Au départ, la fin du jeu se situait juste après le combat contre le dragon, mais les développeurs ont jugé la fin insatisfaisante et décideront d'ajouter un épilogue. Comme la fin du développement approchait, ils ont réutilisé le manoir Croft pour cet ultime niveau. Gavin Romery avouera que la scène de la douche était également une réponse à tous ces colporteurs de Nude Code. Core Design a utilisé un éditeur de niveau sur mesure permettant aux testeurs de jouer continuellement au jeu durant le développement afin de corriger les éventuels problèmes jusqu'aux dernières heures avant l'envoi du jeu pour validation par Sony. Une version Saturn utilisant une cartouche avec convertisseur 3D comme pour Virtua Fighter 3 était prévue, mais le jeu était soi-disant trop gourmand pour la console et fut annulé. Beaucoup de joueurs auront des doutes quant à cette annonce et ils auront raison car en septembre 1997, un accord entre Sony et Eidos Interactive est dévoilé. La licence Tomb Raider ne devra pas sortir sur Saturn ni sur Nintendo 64 jusqu'en 2000. Retenez bien cela car il y a une nuance dans ce contrat qui fait que Tomb Raider aura le droit de sortir sur d'autres consoles Sega ou Nintendo. Cependant, cet accord sera bénéfique pour Sony qui permettra à la marque d'améliorer encore plus sa réputation avec des titres exclusifs à cette plateforme. En ce qui concerne la voix de Lara Croft, Shelley Blonde n'a pas rempilé car elle avait d'autres engagements. Elle a toutefois donné son accord pour la réutilisation des cris et grognements de Lara in-game. C'est Judith Gibbons qui doublera les dialogues de Lara dans ce nouveau Tomb Raider. Les enregistrements se feront au studio Barracuda en utilisant des microphones EKG. Le doublage français est toujours assuré par Françoise Cadol. En attendant la sortie du jeu, la promo bat son plein avec un nouveau mannequin censé promouvoir le jeu. Il s'agit cette fois-ci de Rhona Mitra, une Lara Croft très convaincante que beaucoup voyaient déjà dans une adaptation cinématographique. Elle a même enregistré un album nommé Female Icon. Cependant, Eidos s'en débarrassera très vite car ils trouvèrent qu'elle parlait trop et révélait pas mal d'informations sur l'entreprise. Il est temps pour nous de découvrir le jeu final. Nous sommes le 21 novembre 1997, ou en décembre pour nous pauvres Européens, et Tomb Raider 2 starring Lara Croft se dévoile. Tout d'abord, une incroyable cinématique d'ouverture nous plonge dans une terrible guerre entre l'empereur chinois Qi Shi Huang et des moines tibétains. L'empereur chinois s'est transformé en dragon grâce au pouvoir de la dague de Xian, qu'il a planté dans son cœur. Ce dernier tenta d'assouvir les nations voisines au moyen de cette dague. Cependant, un moine réussit à lui extirper la dague du cœur, provoquant la mort de l'empereur. Les moines ramèneront la dague au temple de Xian, se situant à l'intérieur de la Grande Muraille de Chine.
C'est après cette magnifique cinématique d'un niveau de grandeur bien plus gigantesque que n'importe quelle cinématique du premier volet que s'ouvre le menu de Tomb Raider 2 starring Lara Croft. Et nous découvrons une réorchestration du thème principal qui sied parfaitement aux destinations du jeu. Le manoir des Croft est de retour avec la possibilité cette fois-ci de parcourir les extérieurs, un contre-la-montre, un labyrinthe, une salle au trésor, une salle de bal où l'on peut écouter l'incroyable morceau classique Vanessa. Bref, un manoir qui sera très apprécié par les joueurs. Il introduira par la même occasion Winston, le majordome de Lara. Il suivra Lara partout dans le manoir avec son plateau de thé. Et si vous faites trop d'acrobatie autour de lui, vous pourrez entendre ses problèmes de flatulence. Bref, revenons-en à l'aventure pour nous lancer dans le tout premier niveau de ce Tomb Raider 2. Lara Croft arrive en hélicoptère devant la grande muraille de Chine. Elle veut également mettre la main sur la dague de Xian. Ce premier niveau reste assez basique, on pourra y rencontrer des aigles, des tigres, des araignées mais aussi 2 T-Rex qui apparaissent dans une zone secrète du niveau. De nombreux pièges essaieront de vous dissuader d'atteindre le temple de Xian. Cependant, en arrivant devant la porte de celui-ci, Lara se fera attaquer par un homme nommé Claudio, qui se ratera complètement avant de révéler qu'il faut une clé spéciale pour ouvrir la porte du temple de Xian. Il mentionnera un certain Marco Bartoli, qui est à la tête d'une secte vénitienne nommée la Fiamma Nera, qui recherche aussi la dague de Xian. Puis l'homme se donnera la mort en buvant un poison. Lara se renseignera sur le web à propos de ce fameux Marco Bartoli et apprendra qu'il est actuellement à Venise. Direction donc les célèbres canaux de Venise et c'est à partir de ce niveau que les nouveautés vont réellement se montrer. Tout d'abord, les ennemis seront essentiellement des hommes de main. Souvenez-vous que l'équipe était mal à l'aise que Lara puisse tuer des êtres humains à tour de bras. Ils changeront d'avis pour ce second volet car beaucoup de joueurs trouvaient dérangeant que Lara tue des animaux dont la plupart étaient des espèces protégées dans le premier volet. La difficulté augmente d'un cran, en effet ces ennemis peuvent attaquer à distance, contrairement aux animaux, et les trousses de soins seront très précieuses à partir de maintenant. Et l'autre nouveauté c'est l'ajout de véhicules avec pour commencer un bateau à moteur. Il faudra jouer contre la montre pour atteindre la fin du niveau avant que les portes de sortie ne se ferment. Il faudra donc déverrouiller des raccourcis et se débarrasser des mines devant les portes en sacrifiant un des 2 bateaux du niveau. Vient ensuite le niveau La Cage de Bartoli, à Via Caravelli. Fini le bateau et bonjour les séquences de plateforme. Un peu de dynamite vous révélera le prochain niveau, l'Opéra. Un niveau particulièrement compliqué tant il faut enchaîner les allers-retours, éviter les pièges et surtout apprendre à gérer des plaques qui vous propulseront dans les airs. N'oublions pas les gardes qui pullulent dans ce niveau. D'ailleurs, un boss vous attendra à la fin du niveau. Il fait énormément de dégâts, mais si vous aviez une bonne arme, il y a moyen de le battre rapidement. Lara embarquera clandestinement dans l'hydravion où se trouvent Marco Bartoli et Fabio, un de ses sbires. On apprendra ainsi que Gianni, le père de Marco, lui aurait avoué que la dague de Xian lui revenait de droit. Mais pendant que Lara espionne cette conversation, elle se fera assommer par Eros, un autre sbire, et se retrouvera emprisonnée dans une cellule d'une plateforme pétrolière au milieu de la mer Adriatique. Il faudra donc jouer contre la montre pour sortir de la cellule avant que la porte ne se referme, et ensuite éviter les confrontations le temps de retrouver des armes. Un niveau rempli de systèmes de sécurité où il vous faudra des cartes magnétiques pour avancer. Vous arriverez au niveau suivant, l'ère de plongeon, où Lara fera face à de dangereux gardes armés de lance-flammes, mais aussi encore beaucoup de séquences de sauts. À la fin du niveau, Lara rencontrera un moine tibétain du nom de Chan Barkang, qui souhaite empêcher Marco Bartoli de mettre la main sur le Séraph, une clé qui permettrait d'entrer dans les catacombes du monastère de Barkang où se trouve une autre clé permettant d'entrer dans le temple de Xian. Malheureusement, le Séraph gît au fond de l'océan dans l'épave du Maria Doria, après avoir été dérobé par le père de Marco Bartoli. Ce dernier fait d'ailleurs irruption et abat le moine agonisant. Lara prend la fuite et s'accroche à un sous-marin d'exploration, se dirigeant vers l'épave du Maria Doria.
mais ce dernier s'écrasera avant d'atteindre l'épave, et Lara se retrouvera donc par 40 brasses de fond au milieu de prédateurs marins, et plus précisément de requins. Ce niveau vous mettra sous pression dès le début car il faut absolument trouver une ouverture dans l'épave du navire et espérer y trouver des poches d'air tout en évitant les requins et autres barracudas. Heureusement, une des nouvelles armes du jeu, le fusil harpon, vous sera d'une aide précieuse car il est possible de l'utiliser sous l'eau même s'il est assez lent à recharger. L'exploration se poursuivra dans le niveau l'épave du Maria Doria, un niveau surprenant où vous naviguerez dans les différentes salles du navire où le plafond sera votre sol et vice versa. Ce sera au tour du niveau assez court des quartiers d'équipage, de remettre en avant de nombreuses séquences de plateforme. Et enfin, le pont sera le dernier niveau de cette balade aquatique. Et il est très loin d'être simple. Les lance-flammes sont de retour et ils apparaissent souvent quand vous vous y attendez le moins. Les phases de plateforme gagnent en difficulté grâce à l'incroyable grandeur du niveau. À la fin, Lara récupérera le Séraph et retournera sur la plateforme pétrolière pour y subtiliser l'hydravion afin de se rendre au monastère de Barkang au Tibet. Cependant, l'avion se crashera par manque de kérosène, mais Lara s'en extirpera grâce à un parachute et gagnera d'ailleurs un joli blouson d'aviateur. Nous voici donc dans les collines tibétaines qui introduira la moto des neiges. Bien sûr, les hommes de Bartoli sont déjà là et vous pourrez vous amuser à les écraser si le cœur vous en dit. Une séquence de contre-la-montre en moto des neiges vous attend sur une musique très orientée action. C'est le niveau suivant, le monastère de Barkang, qui apporte une feature bienvenue, les alliés. En effet, les moines tibétains se battront contre les hommes de Bartoli. Cependant, il suffit d'une balle perdue sur un moine et tous les moines se retourneront contre vous. L'astuce est donc de les laisser se battre en vous tenant à distance des tirs des hommes de main. Dans ce niveau, il faudra retrouver des moulins à prière cachés dans le monastère pour atteindre la porte des catacombes du Talion, la fameuse clé du temple de Xian. Dans ces catacombes, nous faisons la connaissance avec des Yétis, dans un niveau où l'action et les plateformes sont très bien dosées. Et enfin, le palais des glaces s'ouvrira à vous, vous retrouverez ainsi pas mal de dalles trampolines, comme dans le niveau de l'opéra. Un gardien retient le talion et il faudra vous en débarrasser. C'est un monstre mi-aigle, mi-yéti, qui est très résistant, mais qui, une fois défait, permettra à Lara de récupérer le talion et enfin s'échapper du Tibet dans une course-poursuite en jeep dans laquelle elle échappera à ses assaillants. Lara sera de retour en Chine pour ouvrir la porte du temple de Xian. Cependant, juste avant d'atteindre la dague de Xian, le sol se dérobe et Lara tombe dans les profondeurs du temple. Un niveau très long qui rappelle le premier niveau mais avec une difficulté puissance 10. De nombreuses séquences de plateforme à nouveau, mais dont certaines mettront en avant le nouveau mouvement de Lara qui consiste à se retourner en plein saut. Une fois remontée, Lara sera horrifiée de voir Marco Bartoli se planter la dague de Xian dans le cœur. Il sera emmené ailleurs par ses sbires, s'ensuit un niveau complètement psychédélique appelé les îles du ciel. Celui-ci est composé d'étranges îlots verts où il faudra affronter des gardiens de pierre et être assez fou pour s'aventurer dans la lave, façon de parler. Tout ça pour atteindre l'antre du dragon. Et ce niveau porte bien son nom car il faudra affronter Marco Bartoli sous forme de dragon. Une fois affaibli grâce à toutes les balles que Lara lui criblera, il suffira de lui retirer la dague du cœur avant qu'il ne retrouve ses forces. La suite sera de s'enfuir du temple qui s'écroule. Ce dernier explosera au moment où Lara atteindra la sortie de justesse. Cependant, le jeu n'est pas terminé. En effet, Lara profite d'un repos bien mérité dans son manoir quand l'alarme de celui-ci l'avertit d'une intrusion. Ce sont à nouveau les hommes de Bartoli venus se venger et récupérer la dague. Cependant, il est assez stupide de vouloir s'attaquer à Lara sur son propre territoire. Il lui suffira d'éliminer le plus baraqué d'entre eux pour mettre fin au niveau et au jeu. Cet incroyable Tomb Raider 2, qui est très bien accueilli par la presse et les joueurs, il obtiendra une note de 85 sur 100 sur Metacritic pour sa version PlayStation. Et même si beaucoup s'accordent à dire que le jeu ne révolutionne rien par rapport au premier Tomb Raider, les véhicules, les nouveaux mouvements et la durée de vie bien plus conséquente en font une excellente suite.
Beaucoup remarqueront que le jeu est difficile dès les premiers niveaux, ce qui en fait un jeu principalement destiné aux joueurs ayant terminé le premier opus, mais avec une bonne dose de patience et de pratique, les novices peuvent très bien se faire au gameplay. Le jeu se vendra à 6,8 millions d'exemplaires et remportera le prix Gold lors du festival Milia de Cannes pour avoir réalisé des recettes supérieures à 39 millions d'euros dans l'Union européenne. Le jeu sortira également dans la gamme Platinum réservée aux jeux qui réalisent les meilleures ventes sur PlayStation. Un troisième jeu est inévitablement prévu, mais pour connaître son histoire, il faudra attendre le prochain chapitre. Vous êtes toujours là ?